Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la plaque tournante de l'Afrique centrale a perdu son lustre d'antan. Douala est devenu au fil des ans le théâtre d'une insalubrité criarde et également de cette urbanisation galopante. L'aménagement de la capitale économique du Cameroun n'a presque aucune lisibilité aux yeux des habitants de la ville. Le gouvernement a interpellé les collectivités territoriales décentralisées sur les enjeux du développement urbain dans la ville de Douala. Les fins limiers de la douane ont découvert un important stock de stupéfiants et cocaïne, 75 kg de méthamphétamine, 75 kg de stupéfiants évalués à plus de 3 milliards de francs CFA. Le présumé propriétaire, un expatrié asiatique, ravitaillait 3 milliards de francs CFA. Le présumé propriétaire, un expatrié asiatique, ravitaillait un circuit bien huilé dans la capitale économique. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Comment lutter contre les accidents de la circulation? Le sujet préoccupe les acteurs du secteur des transports. Une organisation syndicale des transporteurs routiers s'est réunie à Yaoundé pour sensibiliser ses membres sur les attitudes à adopter sur les principaux axes routiers au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Près de 25 morts dans un accident de la circulation sur la falaise de Tchang dans le département de la Ménois. Il n'en fallait pas plus pour que les syndicats des transporteurs sortent de leur torpeur. C'est donc pourquoi les syndicats des transports routiers du Cameroun se sont décidés de s'asseoir pour essayer de s'interroger eux-mêmes sur cette problématique-là. Voyez-vous, le transport est quand même notre profession. Et nous avons un peu remarqué que très souvent nous sommes un peu à l'écart. Nous avons donc désormais décidé de nous approprier, n'est-ce pas, notre profession et d'être désormais ceux-là qui doivent accompagner, donner, n'est-ce pas, au gouvernement des propositions idoines pour juguler des questions comme celle des accidents de la route. Un séminaire de sensibilisation est organisé à Mbalmayo, dans le département du Nyong-Esso, sur le thème de la problématique de la sécurité et prévention routière au Cameroun au regard de la récurrence des accidents de la route. Les organisations syndicales des transports routiers du Cameroun invitent l'ensemble des acteurs du secteur des transports à la réflexion dans le but d'apporter une réponse concertée. Acteurs du secteur des transports à la réflexion dans le but d'apporter une réponse concertée à la problématique des accidents de la route. Quand il y a hécatombe, il y a forcément quelque chose qui coince quelque part. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer d'étudier, de s'interroger, de poser des questions, toutes les questions. Et au terme de ce séminaire, produire un document cadre qui sera, n'est-ce pas, le produit des acteurs eux-mêmes. Au cours des échanges, les participants ont tablé sur les causes des accidents de la circulation, notamment l'état des véhicules, la qualité des infrastructures routières, le dispositif de protection et même le rapport des croyances et valeurs socio-culturelles avec la prévention des accidents de la route au Cameroun. Je vous le disais en l'instant, la plaque tournante de l'Afrique centrale perd son lustre d'antan. Douala est devenu au fil des ans le théâtre d'une urbanisation galopante et d'une insalubrité criarde. Où est passé le plan d'urbanisme et d'aménagement de la capitale économique du Cameroun? Les habitants de la ville de Douala s'interrogent. La communauté urbaine rassure sur les dispositions qui sont en train d'être mises en œuvre pour ce plan d'urbanisme. Cependant, il manque cruellement des moyens financiers pour accompagner ce grand projet d'aménagement urbain. Des précisions avec Innocent Abega et Julingue Nyondé. Le plan d'urbanisation de la ville de Douala, présenté comme solution au désordre urbain et l'occupation anarchique des espaces. Plusieurs grands projets, dont certains ont déjà été entamés, devraient donner un nouveau visage à la capitale économique du Cameroun. Affirmation faite par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le plan d'urbanisation s'est attaqué aux entrées est-ouest de la ville. Le plan d'urbanisation a voulu qu'on décongestionne certaines zones
urbains qui sont enclavés. On gestionne certaines zones urbaines qui sont enclavées, par exemple Douala Nord. Maintenant, avec le prolongement du boulevard de la République, c'est une voie pour que Douala Nord soit oxygéné. Donc, la mise en œuvre a déjà commencé. Les travaux ouverts ce 25 janvier 2018 concernent principalement des pôles secondaires de Logbossou, PK14 et Ndokoti. Une lutte acharnée contre l'étalement urbain incontrôlé y sera déclenchée pour permettre de mieux gérer la mobilité urbaine et réduire les déplacements des habitants des quartiers périphériques. Des projets qui demandent d'énormes ressources, de l'interpellation du premier magistrat de la ville de Douala. En fait, il y a un certain nombre de projets qui vont donc démarrer. Et les mécanismes, les stratégies que nous voulons mettre en place, c'est de les booster. Faire participer au maximum, vous, le secteur privé. Parce que les moyens que nous avons maintenant, on peut faire les orienter vers des projets, on dit de souveraineté. Ça, c'est social. Les retombées aussi de tous ces projets vont nous permettre donc d'abonder vers les équipements sociaux. Les organisateurs annoncent dans les prochains jours la création d'un institut pour les investissements et la recherche des financements nécessaires à la réalisation de tous ces projets à Douala. Et ces projets infrastructurels intéressent de plus en plus le Canada. Le haut-commissaire de ce pays a rendu visite au ministre des Travaux publics pour marquer son intérêt pour les grands projets d'entretien routier, également les grands projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Pour ses premiers pas au Cameroun, le nouveau commissaire du Canada a fait escale au ministère des Travaux publics pour un tête-à-tête avec le chef de ses départements ministériels. Escale au ministère des Travaux publics pour un tête-à-tête avec le chef de ces départements ministériels. C'était mon premier échange avec le ministre des Travaux publics. Alors, ça me fait très plaisir d'avoir eu cette rencontre. Et la premier objectif, c'était de faire un peu connaissance. Et après ça, on a discuté un peu des différentes opportunités là, de collaboration entre le Canada et le Cameroun. De cet entretien, la diplomate canadienne précise que son pays a non seulement identifié bien des points d'intérêt au Cameroun, mais aussi dispose d'une réelle expertise pour leur mise en valeur. Il y a des compagnies canadiennes qui s'intéressent au Cameroun et je pense que le Canada a de l'expertise dans plusieurs secteurs qui pourraient aussi répondre à différents besoins du Cameroun. Alors. De la sorte, quelques secteurs précis, lesquels englobent l'éducation, la formation et les routes, ont retenu singulièrement l'attention des deux personnalités. On a beaucoup parlé d'éducation, de formation pour l'emploi. On a parlé évidemment des secteurs où le Canada a quand même très fort, comme les infrastructures, les routes, le ferroviaire. C'est depuis 1961 que Yaoundé et Ottawa entretiennent des relations diplomatiques, mais jusqu'ici, les chantiers canadiens sont plutôt rares au Cameroun. C'est un coup de filet qui vient d'être réalisé au port autonome de Douala. Les fins limiers de la douane ont découvert dans un conteneur plus de 75 kilos de stupéfiants dissimulés dans des cartons. Le présumé propriétaire de ces paquets de stupéfiants est un ressortissant asiatique. Il a d'abord fait croire qu'il s'agissait des paquets de préservatifs. Après un contrôle minutieux, des tests ont été effectués sur la poudre retrouvée dans ces paquets. Le chef secteur douane et ses éléments ont constaté qu'il s'agit de la méthamphétamine et la valeur de ces stupéfiants est évaluée. Il s'agit de la méthamphétamine et la valeur de ces stupéfiants est évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Je vous propose à présent d'écouter Jean-Marc Émian, qui est le commandant de la sous-division commerciale des magasins externes de la douane dans le secteur numéro 2 de la région du littoral et revient sur les circonstances de saisie de ces 75 kilos de stupéfiants évalués à plusieurs milliards de francs CFA et qui devaient être introduits dans un circuit bien huilé dans la capitale économique du Cameroun. Nous avons, avec le chef de brigade, le lieutenant Sono, on découvert
un colis issu d'un conteneur et ce colis disait contenir des préservatifs. Par instinct et de routine, cela a attiré son attention pour essayer de voir la qualité de ces préservatifs. Grande a été la surprise de découvrir que des boules contenant une poudre blanche. Tout de suite, des soupçons se sont révélés et nous avons saisi la hiérarchie et procédé au test nécessaire de confirmer les 10 soupçons. Ce matin, encore, nous avons invité l'importateur lui-même à se présenter pour venir dédouaner urgemment ces conteneurs sans qu'il ne sache. Et nous voulions encore procéder à un test de confirmation devant lui. Une drogue, un stupéfiant, qui est impropre à la consommation, prohibée à titre absolu. Et qui est même dont les services sont en charge de la lutte dans le cadre de la lutte générale contre les stupéfiants et les drogues qui sont d'actualité. Dans le cadre de la lutte générale contre les stupéfiants et les drogues qui sont d'actualité. Dans le reste de l'actualité, l'édition 2018 des Jeux universitaires est prévue à l'université de Marois et pour cette occasion, le gouvernement a octroyé à cette institution universitaire une enveloppe supplémentaire d'1 milliard de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures destinées à accueillir les athlètes, mais aussi les différentes délégations engagées pour les Jeux universitaires édition 2018. C'est ce qui ressort du dernier conseil d'administration de l'université de Marois. Des précisions avec Amadou Daïrou et Gladys Sidier. En prélude aux Jeux universitaires prévus du 4 au 11 mai 2018, l'Université de Marois vient de tenir la 18e session ordinaire de son conseil d'administration. Cette institution universitaire qui abrite pour la première fois cette compétition met un point d'honneur sur les défis à relever. Naturellement, en termes de priorité, la première, évidemment, c'est l'organisation des Jeux universitaires qui apparaît comme un point important de notre plan d'action 2018. Naturellement, les autres priorités sont en place, notamment la performance des services administratifs, la performance de ce que je peux appeler nos activités académiques et de recherche, et sans oublier effectivement la performance de ce qu'on peut appeler les activités sociales. Et pour y parvenir, une enveloppe d'un coût supplémentaire de 1,5 milliard a été ajoutée au budget de cette université, équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 12 367 258, équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 12 367 258 071 francs. Le nouveau site de Kongola, situé à 8 km de la ville de Marois, va servir de cadre pour cet événement. Le staff administratif, engagé à fournir les efforts dans l'organisation des Jeux universitaires 2018, promet de mettre les bouchées doubles pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Un reportage de Julienne Berthe-Bissaï sur la situation à l'université de Marois qui doit accueillir d'ici les périodes de Pâques justement les Jeux universitaires édition 2018. Restons dans le septentrion où une mission d'Elecam y a séjourné pour évaluer le processus électoral. Les membres d'Elecam ont voulu connaître la situation dans cette région qui subit les affres de la guerre contre le terrorisme. Les membres de l'ECAM également se sont exprimés sur la position de cet organe, sa neutralité, et ont encouragé tous les acteurs politiques et acteurs sociaux à s'impliquer davantage dans le processus électoral. Le chef de cette mission, le docteur Adamou Alioum, a promis que l'ECAM sera à la hauteur des échéances électorales qui doivent se tenir cette année 2018.
Je vous propose d'écouter le docteur Adamou Alioum sur l'organisation du processus électoral dans la région de l'extrême nord. Pour faire en sorte qu'on réalise des élections paisibles, acceptées par. Et donc dans l'ensemble, je crois que tout le monde apporte son grain de sable pour construire l'édifice. Et donc l'édifice qui est un Cameroun démocratique et prospère. Le gouvernement ne manque pas d'interpeller les collectivités territoriales. Le gouvernement ne manque pas d'interpeller les collectivités territoriales décentralisées sur les enjeux du développement urbain. C'est le cas à Douala où le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a interpellé et exhorté la communauté urbaine de Douala à améliorer les conditions de vie des populations, également à mettre fin à l'insalubrité afin que Douala soit une ville propre, prête à accueillir la Cannes 2019. Et l'entreprise en charge de la salubrité a également réagi. Elle appelle le gouvernement à régler ses factures à temps pour permettre à ce que la ville soit propre comme l'exige le gouvernement. Des précisions dans ce reportage de Mitterrand-Dame et Mitterrand-Dame et également Donald Brice Kamgan. Un léger mieux est observé dans la collecte des ordures à Douala. Ici comme à Yaoundé, l'entreprise en charge du secteur est remobilisée par la première tranche de la dette que le gouvernement vient de lui verser. Nous avons vu comment est-ce que Isacam s'organise pour pouvoir, n'est-ce pas, enlever les ordures dans des poches difficiles qui ne sont pas accessibles dans la journée. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que la même société essaie de tout faire pour, n'est-ce pas, enlever ces ordures. Et nous avons vu que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a de l'embellie. Mais combien de temps cette embellie que constate le Mindu durera-t-elle? Toute une affaire. Isacam, qui fera désormais avec la concurrence, dit espérer que les pouvoirs publics paient continuellement leurs dettes. Courant décembre, on nous a avancé 6 milliards. Ils sont venus voir si on a fait bon usage de ces 6 milliards. Effectivement, oui, nous avons fait bon usage de ces 6 milliards. Mais il faut qu'ils continuent à payer. Sinon, ça peut être perturbé. Parce que si sur 14 vous donnez 6, vous n'avez pas fait la moitié. Face au ministre de l'Habitat, les responsables... Vous donnez 6, vous n'avez pas fait la moitié. Face au ministre de l'Habitat, les responsables de l'entreprise présentent la décharge de PK10 déjà saturée. Jean-Claude Mbouenchou annonce qu'un nouveau site d'1 hectare sera mis à disposition à Bonabéry. Le ministre instruit par ailleurs aux autorités de la ville la multiplication des zones de collecte et des bacs. Le délégué du gouvernement, quant à lui, fait le point de la stratégie de développement de la ville. L'assainissement, d'une manière générale, intègre aussi la maîtrise de l'écoulement des eaux de pluie et des eaux usées. Vous voyez, donc il y a un vaste programme aussi maintenant de calibrage, de bétonnage de près de 50 km linéaires de drain. Douala, porte d'entrée du Cameroun, le gouvernement tient à montrer son visage le plus reluisant à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Des soldats et chefs de troupes désormais outillés sur les stratégies d'influence à utiliser sur le théâtre de la lutte contre les assaillants séparatistes dans la région du sud-ouest et également la région du nord-ouest. Durant plusieurs jours, ils ont été édifiés sur les stratégies visant à susciter l'adhésion des populations au combat que mène l'armée camerounaise pour préserver l'intégrité du territoire et inviter les populations à coopérer afin de débusquer les éventuels terroristes dans les régions anglophones. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter l'un des séminaristes, le lieutenant-colonel Arsène Diana, qui revient sur la formation qu'ils ont reçue durant près d'une semaine à Douala. Nous sommes prêts à implémenter effectivement cela et pendant ce séminaire, nous avons appris un certain nombre de procédures. Il s'agira pour nous, pour la mise en œuvre de ces enseignements, de nous appuyer par exemple sur des actions civilo-militaires, la communication opérationnelle, des actions civilo-militaires, la communication opérationnelle,
des opérations psychologiques, l'engagement des relais d'influence et également, en cas de nécessité, des forces spéciales peuvent être également mises à contribution pour atteindre justement cette finalité que j'ai précisée en tout début, un espace des opérations pacifié avec des populations acquises à notre cause et qui comprennent le bien fondé des actions que nous sommes en train de mener sur le terrain. En culture, la littérature camerounaise souffre d'un manque d'engagement et de lisibilité. L'association des poètes et écrivains avoue qu'elle rencontre de sérieuses difficultés dans un pays où il y a peu d'intérêt accordé à la lecture et l'engagement des écrivains. C'était la rentrée littéraire 2018, une occasion pour ces écrivains et poètes de manifester leur intérêt pour éclairer la société camerounaise et bénéficier davantage des appuis de la part du gouvernement. Joël Essenge et Gizogo. Revoici l'association des poètes et écrivains du Cameroun, APEC, celle-là même qui depuis sa création en 1960 a vu passer en son sein, avant d'éclore aux yeux du monde, des plumes de renom de la littérature camerounaise, de Louis-Marie Pouka à René Philombre en passant par Rémi Medou Mvomo. Le retour au devant de la scène passe par la rentrée littéraire 2018. Héritage qui nous vient du passé, de 1960, etc., nous avons bien l'intention de le fructifier. Et pour le faire, nous avons procédé à l'analyse, au diagnostic de la situation actuelle de la littérature camerounaise. C'est à partir de cette situation-là que nous allons projeter l'actuel de la littérature camerounaise. C'est à partir de cette situation-là que nous allons projeter l'activité, n'est-ce pas, de promotion et de valorisation. Pour ce combat, c'est un florilège d'activités qui est prévu, notamment avec une campagne de familiarisation des élèves avec les auteurs camerounais au travers des lectures de leurs œuvres et des échanges au sein des établissements scolaires. Dans le vivre ensemble, qui va être comme le grand principe, n'est-ce pas, du nouveau Cameroun, il va falloir que si nous voulons participer à ce grand mouvement-là, qu'on le bâtisse d'abord à notre propre sein corporatif, que les auteurs, dans leur grande diversité, se forment en gerbe et que cette gerbe donne ses couleurs à la nation. Loin donc des Voltaire, Balzac, Zola et autres Jean-Paul Sartre qui peuplent généralement notre quotidien littéraire, les écrivains camerounais seront pour une fois de sortie grâce à la PEC. Et il faudra s'y faire à Pabé Mongo, Sophie Françoise Yap, Chantal Juline Laine, Don Aroga, Thierry Abounkili et autres Francis Até, Evelyne Poudigolet et Olama Aristide. La croisade littéraire de la PEC pour son grand retour se déroule jusqu'au 31 janvier à Yaoundé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Tendance économique et juste après le programme Horizon Sport présenté par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sous cette même antenne. Bienvenue sur Tendance économique. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. À l'heure actuelle, le système énergétique est incapable de soutenir le développement économique au Cameroun. Pourtant, le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique considérable et des ressources importantes en matière d'énergie renouvelable. Cependant, le déficit énergétique ne cesse de se creuser entre l'offre et la demande. La problématique énergétique concerne plusieurs pays d'Afrique subsaharienne depuis de nombreuses années. Pourquoi ces politiques publiques en matière d'énergie sont inefficaces pour permettre à l'Afrique de s'industrialiser? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Serge-Henri Kelbet. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Noufeli. Vous êtes ingénieur spécialiste des questions énergétiques sur le continent africain et vous suivez de près l'actualité sur les projets énergétiques au Cameroun. Vous savez que dans le cadre du DSE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le Cameroun ambitionne de pouvoir porter les capacités de production d'électricité à 3000 MW d'ici 2020. On est à 3 ans de cette échéance. Quelle est votre évaluation du programme énergétique du Cameroun? Oui, déjà, je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de Equinox Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour éclairer, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale. Il faut dire très honnêtement que actuellement, le Cameroun dispose d'environ 1350 mégawatts d'énergie. Et si vous voyez, s'il faut atteindre 3000, vous n'avez qu'à faire 1350 moins le reste. Vous voyez qu'il nous faut encore atteindre 1700 mégawatts d'énergie. Et je ne sais pas si le Cameroun a les moyens, n'est-ce pas, en 2 ans ou 3 ans de produire 1700 mégawatts, ce qui me semble, n'est-ce pas, d'office impossible. Comment expliquer 3 ans de produire 1700 mégawatts, ce qui me semble, n'est-ce pas, d'office impossible. Comment expliquer cette situation alors qu'on a élaboré tout un document de stratégie pour la croissance et l'emploi dans lequel des orientations claires avaient été indiquées concernant le sous-secteur de l'énergie avec des projets précis et des actions à mener pour atteindre ces 3000 mégawatts d'ici l'horizon 2020? Écoutez, ce sont des annonces des politiciens. Les politiciens ont leur vision et puis la réalité est là, elle est tout autre. Il faut dire que lorsque vous voulez mettre un projet énergétique, n'est-ce pas, en marche, il prend du temps. Vous avez des études, vous avez la recherche de financement et ensuite vous avez l'exécution. Ce qui se passe au Cameroun, ce que nous avons mis beaucoup de temps sans investir dans le secteur de l'énergie, environ 15-20 ans, et donc nos capacités énergétiques ont stagné alors que la population augmentait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut dire qu'il y a des facteurs exogènes, hein, tels que tout ce qui peut être comme guerre, qui peut être comme projet d'ajustement structurel, qui peuvent empêcher, n'est-ce pas, un État, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs qu'il se fixe en matière d'énergie. Mais le problème le plus visible, perceptible au Cameroun, c'est que jusqu'aujourd'hui, et je l'ai souvent dit, n'est-ce pas, dans certains plateaux où j'ai eu l'occasion de m'exprimer, la politique énergétique camerounaise est mal pensée jusqu'à l'heure. Justement, quelles sont les défaillances que vous avez identifiées dans cette politique publique en matière d'énergie au Cameroun? Écoutez, on peut les énumérer, on peut égrener tout le chapelet des petits manquements, mais je suppose que ces politiques sont pensées et proposées en très haut lieu, c'est-à-dire que ce n'est pas le chef de l'État qui réfléchit sur la politique énergétique, il y a des spécialistes qui le font. Mais il faut dire quand même que pour un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel hydroélectrique comme celui que nous avons, mais il faut dire quand même que pour un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel hydroélectrique comme celui que nous avons, et qui n'exploite que 5% à l'heure actuelle de son potentiel hydroélectrique, qui est estimé à plus de 20 gigawattheures, c'est quand même regrettable de constater que c'est un secteur des énergies renouvelables qu'on n'a pas, n'est-ce pas, assez développé. Il faut préciser que le président de la Banque africaine de développement a fait savoir qu'environ 10 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'électricité jusqu'à cette heure. Tout à fait. Et je pense que selon les statistiques aussi du ministère de l'eau et l'énergie, nous avons sensiblement 10 000 à 11 000 localités encore non électrifiées. Et tout simplement parce que, à mon avis, hein, je pense que le Cameroun, avec les atouts qu'il a, devait régionaliser son énergie. C'est-à-dire, nous avons des gisements énergétiques qui ont été identifiés. On ne peut pas dire que nous allons produire en Gaoundéré 75 MW sur le barrage de Warak pour aller fournir l'énergie à Kousséri. Il faut s'imaginer Gaoundéré et puis le Nigeria à côté. Je crois que le chef de l'État, dans son discours à la nation du 31 décembre 2016, a essayé de restituer un peu le Cameroun et de voir les opportunités que le Nigeria offre. Il est plus opportun pour le Cameroun de, n'est-ce pas, étaler une politique énergétique qui lui permet
d'avoir moins de pertes et d'être plus efficace. Justement, il y a quelques projets qui sont en cours de réalisation. L'un qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'aménagement hydroélectrique de Lompangar. La mise en eau du barrage réservoir est effective depuis près d'1 an à présent. Et le président de la BAD, la Banque africaine de développement, était au Cameroun pour annoncer la construction d'une centrale hydroélectrique au pied de ce barrage qui va produire 30 mégawatts et qui va, selon lui, permettre de donner de la lumière à près de 150 localités. Est-ce que ce n'est pas Watt et qui va, selon lui, permettre de donner de la lumière à près de 150 localités? Est-ce que ce n'est pas une régionalisation, justement, de ce dont vous êtes en train de parler? Non, la régionalisation dont je parle n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le potentiel énergétique de chaque région pour permettre à cette région de se développer. C'est-à-dire que quoi? Si, par exemple, à l'ouest, on trouve qu'on peut, on a identifié des pôles éoliens où on a des vitesses de vent supérieures à 6 mètres secondes, on peut faire l'éolienne pour peut-être les hauts plateaux. On peut peut-être installer le solaire pour l'extrême nord ou pour des parties bien ensoleillées. On peut utiliser la côte, n'est-ce pas? Le Cameroun a environ 350 km de côte entre Kribi, Limbé et même ici dans le littoral, où on peut renforcer n'est-ce pas, le potentiel énergétique par l'éolien. Pour revenir à Lompangar, moi je dirais que très honnêtement, Lompangar c'est un projet, à mon avis, je continue à le dire, mais l'histoire peut-être me donnera raison, c'est un projet foireux. Pourquoi c'est un projet foireux? Parce que l'on voit une mobilisation de nombreux experts. Écoutez, vous ne pouvez pas mettre 200 milliards pour produire 30 mégawatts. C'est vrai que Lompangar permettra aussi à Edea et à son loulou, n'est-ce pas, de pouvoir fonctionner. Il y a un barrage de réservoir, justement, tout à fait, qui va contenir... de fonctionner à leur maximum durant les périodes d'étiage. Et une usine, une centrale de 30 mégawatts, est-ce que ces deux projets combinés écoutez, ne sont pas un atout? Avec 200 milliards, dans le cadre de la décentralisation, la loi de la décentralisation, enfin, la décentralisation a été voulue, n'est-ce pas, par le chef de l'État depuis 1996. Le chef de l'État a promulgué la loi, je crois, numéro 22/98 du 24 décembre 1998 sur la libéralisation, par 98 du 24 décembre 1998 sur la libéralisation. Et vous voyez donc qu'à partir de la décentralisation, en passant par cette loi, il faut donner aux collectivités locales décentralisées la possibilité d'être autonomes énergiquement. C'est-à-dire que quoi? Les communes aujourd'hui, pour éviter des pertes, voyez-vous, nous produisons l'électricité à Son Loulou ou à Edea pour aller alimenter Bafoussam. Il faudrait que les communes puissent se doter d'un potentiel énergétique, des infrastructures énergétiques, pour elles-mêmes impulser leur économie. Et si on avait pris 200 milliards pour faire une quarantaine de barrages de 5 mégawatts par exemple, je pense que les économies camerounaises auraient bougé, parce que la construction d'un barrage d'environ 5 mégawatts peut drainer une population, des travailleurs, 500 à 1000 travailleurs. Donc derrière ce barrage, vous développez des pôles économiques déjà avant la livraison du barrage. Justement, je vous propose pour chuter sur la menace terroriste que nous vivons actuellement, il faut avoir des énergies décentralisées de manière à ce qu'on ait des systèmes redondants. C'est-à-dire, si on a un problème au niveau des DEA, que les villes environnantes qui ont leur propre barrage ou leur propre installation de production d'électricité puissent continuer à fonctionner sans dépendre de la grosse infrastructure. Justement, le secteur électrique au Cameroun présente des difficultés d'ordre technique et structurel selon la Banque africaine de développement sur le plan technique. Quelles sont les difficultés que vous avez identifiées? Sur le plan technique, on peut citer quelques difficultés, n'est-ce pas, qui sont liées déjà au relief, ça il faut le dire, c'est-à-dire on peut parler de la construction du barrage au relief, ça il faut le dire, c'est-à-dire on peut parler de la construction du barrage il y a Sombengue, il y a par exemple Sondon,
qui pose un certain nombre de problèmes techniques qu'il faille, n'est-ce pas, déjà d'abord résoudre. Et maintenant, sur le plan structurel, il faut dire aussi que sur le plan structurel, on note par exemple les politiques, n'est-ce pas, mises en place, c'est-à-dire les priorités peuvent être inversées. Vous avez par exemple la lutte acharnée que nous menons contre Boko Haram qui nous coûte de l'argent. Et il y a, n'est-ce pas, l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, où de manière prioritaire, le pouvoir central de Yaoundé peut décider de changer de cap. Déjà, je veux dire que la majorité des projets qui ont été cités, lancés par le chef de l'État, ont pris un retard énorme. Il faut le préciser, hein, il y a 3 ans, le minimum c'est 3 ans. Il y a justement ce barrage de Memvele dont on n'en parle pas beaucoup, pourtant il devait être mis en service cette année 2017, on parle désormais de fin 2018. Qu'est-ce qui explique ces retards dans les projets énergétiques? Pourtant, ils sont un pilier important pour l'industrialisation du pays. Oui, la plupart de nos infrastructures ne sont pas réalisées par des fonds camerounais. Il faut lever des fonds et je pense tout simplement, comme d'autres infrastructures, on ferait peut-être un petit crochet pour parler des différents stades qui vont abriter la CAN. C'est des problèmes financiers. Et je ne pense pas que c'est des problèmes de ressources humaines en tant que telles. Tout part de l'argent et de l'intérêt que ceux qui impulsent, n'est-ce pas, l'idéologie de construire un tel ou tel barrage dans une zone 1, dans leur tête. Parce que j'estime que une zone 1, dans leur tête, parce que j'estime que les politiques mises en place actuellement en termes d'énergie ne sont, à mon avis, pas convaincantes pour accompagner le Cameroun dans son émergence. Déjà pour 2020, nous avons un retard de 1700 et plus de mégawatts. En 2025, nous aurons peut-être 2600 mégawatts si nous livrons tous les projets que le chef de l'État a cités, c'est-à-dire Natigal, Makai, Sombengue, Memvele, Warak et Sondong, par exemple. Mais entre 2025 et 2030, nous avons 10 ans. Or, pour atteindre l'émergence, en 2035 au Cameroun, il faudrait que nous ayons sensiblement 20 gigawatts qui équivalent à 20 millions de mégawatts. 20 000 mégawatts, je veux dire 20 000 mégawatts. Votre analyse laisse transparaître ce problème de maîtrise de la demande sans cesse croissante de l'énergie. Est-ce qu'elle est prise en compte lorsque le Cameroun, justement, élabore et conçoit ses projets énergétiques? Est-ce que l'évolution de la demande en énergie est prise en compte dans l'élaboration des projets qui sont en cours? Oui, en fait, je pense que nous avons l'Institut national des statistiques qui existe, hein, et je crois que l'Institut national des statistiques fait un travail qu'on ne peut pas nier, mais tout simplement, c'est que depuis un bon bout de temps, le Cameroun court derrière son autosuffisance énergétique. Le Cameroun, jusqu'à présent, n'arrive pas à rattraper le gap que nous avons eu pendant 15 ou 20 ans de non-investissement dans le secteur. Et il se pose un problème, c'est l'apport ou l'arrivée des investisseurs privés. Justement, ces investisseurs privés sont au Cameroun depuis quelques mois, à travers ce projet Natigal, hein, où on a vu de nombreux Français, mais aussi des Américains et Canadiens, pour les projets de Sombengue, de Warak, mais qui ne sont qu'aux Américains et Canadiens, pour les projets de Sombengue, de Warak, mais qui ne sont qu'au stade des effets d'annonce. Les études de faisabilité ne sont pas encore finalisées et les travaux ne vont pas démarrer avant 2018. Le Cameroun va-t-il remporter cette course à l'électricité? Écoutez, nous sommes en train de payer cash, je peux dire, la déclassification de la priorité énergie. Il y a certainement eu d'autres facteurs qui ont amené les décideurs à Yaoundé de mettre un peu en parenthèse l'investissement dans le secteur de l'énergie, et nous sommes en train de payer le prix parce que pendant un bon bout de temps, on a cru que c'était la société Eneo qui devait investir sur les barrages. C'est vrai que lorsque Eneo arrivait au Cameroun, on avait
environ 930 MW. Lorsque Eneo a passé les actions à Actis, on avait sensiblement 1300 MW, donc il y a un investissement, mais c'est à l'État d'investir. L'État n'ayant pas de moyens devrait mettre en place des mesures incitatives pour attirer plus d'investisseurs. Moi, j'ai vu les futurs, n'est-ce pas, investisseurs du barrage de Natigal à l'agence de promotion des investissements qui avaient l'air tout heureux, n'est-ce pas, du fait que certaines exonérations leur ont été accordées, mais ce n'est pas très intéressant. Voyez-vous ce qui se passe au Sénégal, parce que le Sénégal aussi a sensiblement le même problème que le Cameroun en termes d'énergie. Mais là-bas, les mesures incitatives sont plus alléchantes. Alors, quelles sont les mesures incitatives, selon vous, qui peuvent permettre, encourager davantage de l'attraction des investissements directs étrangers dans le secteur de l'électricité? Voilà. Avant d'y arriver, je voudrais préciser que le retard du Cameroun se fait ressentir sur les... Voilà. Avant d'y arriver, je voudrais préciser que le retard du Cameroun se fait ressentir sur les pays de sa taille, c'est-à-dire en termes de population et au niveau de son économie. Lorsque vous prenez les pays comme le Ghana, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, tous ces pays ont dépassé, à l'heure où je parle, les 2000 MW. Il y a déjà ça qu'il faut mettre sur la balance, tout simplement parce que les priorités ont été données. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que le Cameroun n'octroie pas les mêmes avantages ou les mêmes mesures d'incitation que les pays comme le Sénégal, qui petit à petit sont en train de sortir de cette catastrophe énergétique? Je pense tout simplement que nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Lorsque vous êtes en difficulté, il faut pouvoir demander à l'aide en disant à celui qui vous aide, voici ce que je vous donne comme garantie. Le Cameroun n'est pas encore une destination attrayante pour l'investissement dans ce secteur. Je vais vous expliquer, moi qui vous parle, je suis porteur d'un projet énergétique au Cameroun. Quelles sont les difficultés que rencontrent les investisseurs qui viennent et qui sont intéressés par le secteur énergétique et qui souhaitent justement mettre des moyens et des capitaux pour pouvoir transformer ce potentiel? La loi du secteur de l'énergie, dans le secteur de l'énergie, les textes et recueils ont été promulgués en 1998 par le chef de l'État. Ça veut donc dire que le secteur privé a carte blanche pour investir. Mais seulement, le Cameroun, au niveau de, je dirais, de la taxe douanière, par exemple, des impôts, du type de contrat qu'il présente aux bailleurs de fonds, et je dirais même aussi qu'il y a ce problème, je ne dirais pas d'instabilité, mais le Cameroun n'est pas coté comme un pays. Je ne dirais pas d'instabilité, mais le Cameroun n'est pas coté comme un pays vert, où il faut investir, pensant entrer dans ces fonds sur 30-35 ans. C'est le climat des affaires qui est... Très très lourd. Très lourd. Je vous disais tantôt que moi-même je suis porteur d'un projet qui est carrément aux abois, c'est-à-dire le climat des affaires voulu par les opérateurs économiques dans le sens de son assainissement n'est pas celui que les opérateurs économiques souhaitent avoir comme outil de travail. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir signer un BOT et on vous dit, en plus du BOT, il va falloir que vous recrutez un tel nombre de personnes. BOT pour permettre à tous les téléspectateurs... C'est un bail en opérateur. C'est-à-dire, vous construisez un barrage, c'est un peu comme les PPP, un partenariat public-privé. Vous construisez un barrage, vous le gérez pendant 20-25 ans pour entrer dans vos frais. Or, la législation en matière énergétique, n'est-ce pas, en matière de droit énergétique, ne favorise pas le retour sur investissement des opérateurs économiques dans les plus brefs délais. C'est-à-dire que lorsque vous investissez, est-ce qu'on vous dit que vous allez prendre, vous allez avoir un retour sur investissement sur 25-30 ans, il faut être une banque qui n'a pas peur du risque. Or, la plupart de nos projets sont financés par la Société internationale de financement
qui travaille avec la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne. Donc pour vous, le risque d'investir reste très élevé dans le secteur de l'énergie, malgré les réformes qui ont été engagées jusqu'ici? Non, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les instituts de sondage, c'est-à-dire le Cameroun appartient à une zone orange qui n'est pas jaune ni verte. Le Cameroun appartient à une zone orange où les investissements sont encore pas jaune ni verte. Le Cameroun appartient à une zone orange où les investissements sont encore à risque. Justement, lorsque ces projets d'aménagement de Natchigal, de Warak et les autres seront exécutés dans les délais impartis, est-ce que cela va résoudre le problème du déficit au regard de l'énergie perdue dans le transport? Le déficit énergétique camerounais du Cameroun actuellement avoisine les 1000 MW. Si nous réalisons des barrages importants comme Natchigal, qui sont des projets consistants et nécessaires, n'est-ce pas, pour notre développement économique, et certains barrages tels que Son Loulou, qui sont d'une importance capitale, à mon avis, si ces barrages sont exécutés selon leur calendrier, cela sera très important et nous pourrons peut-être rattraper cet écart, ce gap. Mais je continue à dire que nous avons déjà pris beaucoup de retard sur la livraison du barrage de Lompanga, Meveleu et certainement Hydro-Menkim. Vous vous souvenez, le chef de l'État lui-même a parlé de Hydro-Menkim, qui est un barrage de 15 MW. C'est des micro-barrages comme ceux-là que le Cameroun, normalement, devrait peut-être rayer de ses projets et avoir des barrages plus consistants, tels que le Nounvouri, qui sera de 3000 MW, et qui permettra, n'est-ce pas, au Cameroun même d'exporter l'énergie vers le Nigeria, parce que vous avez aujourd'hui des réseaux interconnectés qui vont des régions économiques à une autre. Dans la sous-région CEMAC, nous avons le réseau interconnecté voulu qui est le PEJ, c'est-à-dire le pool économique des États de l'Afrique centrale, où on devait connecter à partir du Cameroun le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, mais qui peine à être mis en place tout simplement parce que tous ces pays n'ont pas encore suffi à être mis en place tout simplement parce que tous ces pays n'ont pas encore suffisamment d'énergie. Justement, la problématique énergétique, on le constate, touche plusieurs pays africains. Quel est son impact sur les ambitions d'industrialisation de l'Afrique subsaharienne? Mais l'impact est tout à fait évident. Le GICAM, en ce qui concerne le Cameroun, dans son rapport, je crois, de 2015 ou 2014, disait que les opérateurs économiques perdaient environ 10 milliards de francs CFA suite au déficit énergétique, à l'instabilité du réseau. Et nous perdons sensiblement 1 point de croissance chaque année. Donc, je pense que c'est un problème redondant dans les autres pays. Bon, malgré que, enfin, je peux dire, heureusement que l'État du Cameroun est en train d'investir massivement sur la Sonatrel, qui va essayer, n'est-ce pas, de rattraper les pertes en énergie que nous avons eues pendant un bon bout de temps en bout de ligne à cause de la vétusté des équipements de transport. Mais cela ne va pas résoudre le problème. Justement, Serge-Henri Kelbet, je vous invite à voir comment l'Afrique surmonte ses difficultés énergétiques, industrielles pour amorcer son émergence. C'est le round-up de l'actualité économique sur le continent africain. C'est signé Nadine Yambo. Au Cameroun, le marché de l'huile de palme connaît de sérieuses tensions inflationnistes. Le prix de l'huile de palme brute pourrait passer à 900 francs CFA. La demande d'augmentation du prix formulée par le principal producteur d'huile de palme est sur la table du gouvernement. Un tel réajustement ferait grimper la flèche des prix de l'huile raffinée et du savon de ménage. Les raffineurs des oléagineux sont aux abois. Dans un contexte de récession économique, ils dénoncent des oléagineux sont aux abois. Dans un contexte de récession économique, ils dénoncent une demande injustifiée d'augmentation de l'huile de palme au Cameroun.
Au Gabon, la récapitalisation des 3 banques publiques du pays en difficulté pourrait coûter 150 milliards de francs CFA. Dans un contexte marqué par une augmentation de la dette du gouvernement, la situation de ces banques pourrait entraîner un risque sur la stabilité budgétaire. Cependant, certains experts estiment qu'il serait préférable de liquider complètement 2 d'entre elles car cela reviendrait beaucoup moins cher qu'une tentative de récapitalisation. Au-delà de l'urgence d'une intervention qui existe pour ces 3 banques, le gouvernement gabonais s'est engagé à apporter son soutien au système financier tout entier en réponse à la dégradation dont il fait l'objet actuellement. Au Nigeria, la Banque centrale maintient son taux d'intérêt à 14% en raison de la baisse du Naira. Bien que le taux d'inflation du pays se soit élevé à 16,1% le mois de juin dernier, il reste loin du niveau ciblé par objectif soit 6 à 9%. Dans un récent rapport, Bloomberg affirmait que seulement 2 sur 19 économies ont prédit que la Banque nationale abaisserait son taux d'intérêt. Il faut souligner que l'économie nigériane s'est contractée de 1,6% en 2016 dans un contexte où le secteur pétrolier dont il tire la majorité de ses revenus a pris un coup et l'agriculture connu une perte de vitesse. Au Ghana, la Banque centrale réduit son principal taux directeur de 150 points de base à 21%. Ceci en raison de la baisse du niveau des prix à la consommation. La coupe reflète le ralentissement des risques d'inflation soutenus par la stabilité du CEDI, la monnaie locale. La banque espère que l'inflation dans sa globalité continuera à diminuer et convergera vers son objectif de 8% à moyen terme avec une approximation de 2 points de pourcentage vers son objectif de 8% à moyen terme avec une approximation de 2 points de pourcentage plus ou moins en 2018. De 19% en 2016, l'inflation est descendue à 12% fin juin dernier, convergeant vers l'objectif du régulateur de la politique monétaire ghanéenne. En rappel, la récente coupe est la 3e de cette année 2017. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Tendance économique consacrée aux défis énergétiques auxquels est confrontée toute l'Afrique subsaharienne. Sur ce plateau, avec nous, un ingénieur spécialiste des questions énergétiques sur le continent africain, Serge-Henri Kelbet. À côté de ce potentiel hydroélectrique du Cameroun et qui nécessite de lourds investissements, il y a d'autres modèles d'énergie renouvelable qui restent encore sous-exploités, à la fois au Cameroun et dans de nombreux pays africains. Quels sont les enjeux de l'appropriation des énergies renouvelables en Afrique? Oui, déjà il faut dire que l'hydroélectricité aussi est une énergie renouvelable. C'est une énergie renouvelable. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est aussi une énergie renouvelable. Je pense aussi que l'Afrique jouit quand même d'un potentiel énergétique incommensurable. Parce que je regardais encore sur une carte, le Maroc, avec son projet Nour 1, 2 et 3, qui produira 720 MW en panneaux solaires, va commercialiser l'électricité en Espagne. Et donc, vous voyez que c'est, n'est-ce pas, des niches, des pôles énergétiques comme ça qu'on peut récupérer pour faire rayonner le potentiel africain. Et il y a aussi l'Algérie qui est en train de faire une centrale solaire, je crois de 230 MW, à côté d'Algérie qui est en train de faire une centrale solaire, je crois de 230 MW, à côté de nous, pas très loin, nous avons le Rwanda, qui a déjà terminé sa station solaire de 10 MW. Vous voyez un pays comme le Rwanda qui sort de plusieurs années de guerre, mais qui essaye, avec les ressources qu'elle a sur place, s'approprier ces ressources pour pouvoir faire avancer son économie. Nous avons aussi le Sénégal, que je citais tout à l'heure, qui a opté pour ces énergies. Non, très honnêtement, M. Noufélé, je pense que le Cameroun a tout pour être un pays industrialisé énergiquement. Quand je le dis, je pense à une ville où j'ai eu affaire à passer un bon bout de temps mes études, c'est-à-dire j'ai été au Québec pendant très longtemps et rien que la société Hydro-Québec est un joyeux, un fleuron pour
la province du Québec et le Canada fédéral. Justement, mais le secteur privé camerounais, est-ce qu'il a une place, est-ce qu'il réussit à avoir une place dans ce secteur énergétique où de nombreux investissements sont attendus et de nombreux projets qui nécessitent moins de financement et qui ont une portée plus grande? Justement, j'y arrivais, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que au Canada, on produit de l'énergie à Québec et il est vendu aux États-Unis, il est vendu à d'autres provinces. Au Cameroun, nous avons le deuxième gisement sur le bassin du Congo de biomasse, le deuxième potentiel. Et donc, je pense que c'est des niches où le secteur privé peut être amené n'est-ce pas, à investir. Moi, j'ai été offert le fonds d'électrification rurale, qui est sous tutelle de l'agence d'électrification rurale. Offert, vous avez beaucoup de projets ruraux identifiés où le secteur privé pourrait, n'est-ce pas, beaucoup de projets ruraux identifiés où le secteur privé pourrait, n'est-ce pas, s'investir pour développer des économies locales. Mais seulement, comme je viens de le dire, la législation et les mesures d'accompagnement ne sont pas assez incitatives. Moi, je suis porteur d'un projet qui est en train de mettre la clé sur le paillasson. Et pour quelle raison? Des factures impayées, l'incompréhension peut-être des pouvoirs publics à ce type d'énergie, c'est-à-dire nous sommes restés dans les vieux schémas où il faut tout mettre dans les énergies, l'énergie renouvelable hydroélectrique. Mais c'est vrai que au ministère de l'eau et de l'énergie, nous avons déjà une direction de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, mais à mon avis, on ne ressent pas encore la pertinence ou l'importance de cette direction qui, n'est-ce pas, devrait, à mon avis, essayer de regrouper un certain nombre d'acteurs du secteur privé spécialisés dans les énergies renouvelables qui peuvent, n'est-ce pas, apporter un petit sourire, un peu de lumière à ces villes qui ont tout pour réussir, telles que Garigombo, que je connais très bien, qui est à l'est, à la frontière du Cameroun et de la République centrafricaine. C'est des villes magnifiques, mais qui n'ont même pas un générateur de 3 kW, par exemple. Or, dans ces zones, on peut explorer la biomasse parce qu'il y a des grands gisements de forêts dans ces zones. L'Est, n'est-ce pas, regorge quand même d'une forêt importante. Merci Serge-Henri Kelbet. Je rappelle que vous êtes ingénieur spécialiste des questions énergétiques sur le continent africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique. mais aussi disposent d'une réelle expertise pour leur mise en valeur. Il y a des compagnies canadiennes qui s'intéressent au Cameroun et je pense que le Canada a de l'expertise dans plusieurs secteurs qui pourraient aussi répondre à différents besoins du Cameroun. Alors. De la sorte, quelques secteurs précis, lesquels englobent l'éducation, la formation et les routes, ont retenu singulièrement l'attention des deux personnalités. On a beaucoup parlé d'éducation, de formation pour l'emploi. On a parlé évidemment des secteurs où le Canada a quand même très fort, comme les infrastructures, les routes, le ferroviaire. C'est depuis 1961 que Yaoundé et Ottawa entretiennent des relations diplomatiques, mais jusqu'ici, les chantiers canadiens sont plutôt rares au Cameroun. C'est un coup de filet qui vient d'être réalisé au port autonome de Douala. Les fins limiers de la douane ont découvert dans un conteneur plus de 75 kilos de stupéfiants dissimulés dans des cartons. Le présumé propriétaire de ces paquets de stupéfiants est un ressortissant asiatique. Il a d'abord fait croire
qu'il s'agissait des paquets de préservatifs. Après un contrôle minutieux, des tests ont été effectués sur la poudre retrouvée dans ces paquets. Le chef secteur douane et ses éléments ont constaté qu'il s'agit de la méthamphétamine et la valeur de ces stupéfiants est évaluée. Il s'agit de la méthamphétamine et la valeur de ces stupéfiants est évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Je vous propose à présent d'écouter Jean-Marc Émian, qui est le commandant de la sous-division commerciale des magasins externes de la douane dans le secteur numéro 2 de la région du littoral. Il revient sur les circonstances de saisie de ces 75 kilos de stupéfiants évalués à plusieurs milliards de francs CFA et qui devaient être introduits dans un circuit bien huilé dans la capitale économique du Cameroun. Nous avons, avec le chef de brigade, le lieutenant Sono, on découvert un colis issu d'un conteneur et ce colis disait contenir des préservatifs. Par instinct et de routine, cela a attiré son attention pour essayer de voir la qualité de ces préservatifs. Grande a été la surprise de découvrir que des boules contenant une poudre blanche. Tout de suite, des soupçons se sont révélés et nous avons saisi la hiérarchie et procédé au test nécessaire de confirmer les 10 soupçons. Ce matin, encore, nous avons invité l'importateur lui-même à se présenter pour venir dédouaner urgemment ces conteneurs sans qu'il ne sache. Et nous voulions encore procéder à un test de confirmation devant lui. Une drogue, un stupéfiant, qui est impropre à la consommation, prohibée à titre absolu. Et qui est même dont les services sont en charge de la lutte, dans le cadre de la lutte générale contre les stupéfiants et les drogues qui sont d'actualité. Dans le cadre de la lutte générale contre les stupéfiants et les drogues qui sont d'actualité. Dans le reste de l'actualité, l'édition 2018 des Jeux universitaires est prévue à l'université de Marois et pour cette occasion, le gouvernement a octroyé à cette institution universitaire une enveloppe supplémentaire d'1 milliard de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures destinées à accueillir les athlètes, mais aussi les différentes délégations engagées pour les Jeux universitaires. Édition 2018, c'est ce qui ressort du dernier conseil d'administration de l'université de Marois. Des précisions avec Amadou Daïrou et Gladys Sidier. En prélude aux Jeux universitaires prévus du 4 au 11 mai 2018, l'université de Marois vient de tenir la 18e session ordinaire de son conseil d'administration. Cette institution universitaire qui abrite pour la première fois cette compétition met un point d'honneur sur les défis à relever. Naturellement, en termes de priorité, la première, évidemment, c'est l'organisation des Jeux universitaires qui apparaît comme un point important de notre plan d'action 2018. Naturellement, les autres priorités ne sont pas en place, notamment la performance des services administratifs, la performance de ce que j'en appelle nos activités académiques et de recherche, sans oublier effectivement la performance de ce qu'on appelle les activités sociales. Et pour y parvenir, une enveloppe d'un coût supplémentaire de 1,5 milliard a été ajoutée au budget de cette université, équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 12 367 258, équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 12 367 258 071 francs. Le nouveau site de Kongola, situé à 8 km de la ville de Marois, va servir de cadre pour cet événement. Le staff administratif, engagé à fournir les efforts dans l'organisation des Jeux universitaires 2018, promet de mettre les bouchées doubles pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
Un reportage de Julienne Berthe-Bissaï sur la situation à l'université de Marois qui doit accueillir d'ici les périodes de Pâques justement les Jeux universitaires édition 2018. Restons dans le septentrion où une mission d'Elecam y a séjourné pour évaluer le processus électoral. Les membres d'Elecam ont voulu connaître la situation dans cette région qui subit les affres de la guerre contre le terrorisme. Les membres de l'ECAM également se sont exprimés sur la position de cet organe, sa neutralité, et ont encouragé tous les acteurs politiques et acteurs sociaux à s'impliquer davantage dans le processus électoral. Le chef de cette mission, le docteur Adamou Alioum, a promis que l'ECAM sera à la hauteur des échéances électorales qui doivent se tenir cette année 2018. Je vous propose d'écouter le docteur Adamou Alioum sur l'organisation du processus électoral dans la région de l'extrême nord. Pour faire en sorte qu'on réalise des élections paisibles, acceptées par. Et donc dans l'ensemble, je crois que tout le monde apporte son grain de sable pour construire l'édifice. Donc l'édifice qui est un Cameroun démocratique et prospère. Le gouvernement ne manque pas d'interpeller les collectivités territoriales. Le gouvernement ne manque pas d'interpeller les collectivités territoriales décentralisées sur les enjeux du développement urbain. C'est le cas à Douala où le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a interpellé et exhorté la communauté urbaine de Douala à améliorer les conditions de vie des populations, également à mettre fin à l'insalubrité afin que Douala soit une ville propre, prête à accueillir la Cannes 2019. Et l'entreprise en charge de la salubrité a également réagi. Elle appelle le gouvernement à régler ses factures à temps pour permettre à ce que la ville soit propre comme l'exige le gouvernement. Des précisions dans ce reportage de Mitterrandam et Mitterrandam et également Donald Brice Kamgan. Un léger mieux est observé dans la collecte des ordures à Douala. Ici comme à Yaoundé, l'entreprise en charge du secteur est remobilisée par la première tranche de la dette que le gouvernement vient de lui verser. Nous avons vu comment est-ce que Isacam s'organise pour pouvoir, n'est-ce pas, enlever les ordures dans des poches difficiles qui ne sont pas accessibles dans la journée. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que la même société essaie de tout faire pour, n'est-ce pas, enlever ces ordures. Et nous avons vu que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a de l'embellie. Mais combien de temps cette embellie que constate le Mindu durera-t-elle? Toute une affaire. Isacam, qui fera désormais avec la concurrence, dit espérer que les pouvoirs publics paient continuellement leurs dettes. Courant décembre, on nous a avancé 6 milliards. Ils sont venus voir si on a fait bon usage de ces 6 milliards. Effectivement, oui, nous avons fait bon usage de ces 6 milliards. Mais il faut qu'ils continuent à payer. Sinon, ça peut être perturbé. Parce que si sur 14 vous donnez 6, vous n'avez pas fait la moitié. Face au ministre de l'Habitat, les responsables... Vous donnez 6, vous n'avez pas fait la moitié. Face au ministre de l'Habitat, les responsables de l'entreprise présentent la décharge de PK10 déjà saturée. Jean-Claude Mbouenchou annonce qu'un nouveau site d'1 hectare sera mis à disposition à Bonabéry. Le ministre instruit par ailleurs aux autorités de la ville la multiplication des zones de collecte et des bacs. Le délégué du gouvernement, quant à lui, fait le point de la stratégie de développement de la ville. L'assainissement, d'une manière générale, intègre aussi la maîtrise de l'écoulement des eaux de pluie et des eaux usées. Vous voyez, donc il y a un vaste programme aussi maintenant de calibrage, de bétonnage, de près de 50 km linéaires de drain. Douala, porte d'entrée du Cameroun, le gouvernement tient à montrer son visage le plus reluisant à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Des soldats et chefs de troupes désormais outillés sur les stratégies d'influence à utiliser sur le théâtre de la lutte contre les assaillants séparatistes dans la région
du sud-ouest et également la région du nord-ouest. Durant plusieurs jours, ils ont été édifiés sur les stratégies visant à susciter l'adhésion des populations au combat que mène l'armée camerounaise pour préserver l'intégrité du territoire et inviter les populations à coopérer afin de débusquer les éventuels terroristes dans les régions anglophones. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter l'un des séminaristes, le lieutenant-colonel Arsène Diana, qui revient sur la formation qu'ils ont reçue durant près d'une semaine à Douala. Nous sommes prêts à implémenter effectivement cela et pendant ce séminaire, nous avons appris un certain nombre de procédures. Il s'agira pour nous, pour la mise en œuvre de ces enseignements, de nous appuyer par exemple sur des actions civilo-militaires, la communication opérationnelle, des actions civilo-militaires, la communication opérationnelle, des opérations psychologiques, l'engagement des relais d'influence et également, en cas de nécessité, des forces spéciales peuvent être également mises à contribution pour atteindre justement cette finalité que j'ai précisée en tout début, un espace des opérations pacifiées avec des populations acquises à notre cause et qui comprennent le bien fondé des actions que nous sommes en train de mener sur le terrain. En culture, la littérature camerounaise souffre d'un manque d'engagement et de lisibilité. L'association des poètes et écrivains avoue qu'elle rencontre de sérieuses difficultés dans un pays où il y a peu d'intérêt accordé à la lecture et l'engagement des écrivains. C'était la rentrée littéraire 2018, une occasion pour ces écrivains et poètes de manifester leur intérêt pour éclairer la société camerounaise et bénéficier davantage des appuis de la part du gouvernement. Joël Essenge et Gizogo. Revoici l'association des poètes et écrivains du Cameroun, APEC, celle-là même qui depuis sa création en 1960 a vu passer en son sein, avant d'éclore aux yeux du monde, des plumes de renom de la littérature camerounaise, de Louis-Marie Pouka à René Philombe en passant par Rémi Medou Mvomo. Le retour au devant de la scène passe par la rentrée littéraire 2018. Héritage qui nous vient du passé, de 1960, etc., nous avons bien l'intention de le fructifier. Et pour le faire, nous avons procédé à l'analyse, au diagnostic de la situation actuelle de la littérature camerounaise. C'est à partir de cette situation-là que nous allons projeter l'actuel de la littérature camerounaise. C'est à partir de cette situation-là que nous allons projeter l'activité, n'est-ce pas, de promotion et de valorisation. Pour ce combat, c'est un florilège d'activités qui est prévu, notamment avec une campagne de familiarisation des élèves avec les auteurs camerounais, au travers des lectures de leurs œuvres et des échanges au sein des établissements scolaires. Dans le vivre ensemble, qui va être comme le grand principe, n'est-ce pas, du nouveau Cameroun, il va falloir que si nous voulons participer à ce grand mouvement-là, qu'on le bâtisse d'abord à notre propre sein corporatif, que les auteurs, dans leur grande diversité, se forment en gerbe et que cette gerbe donne ses couleurs à la nation. Loin donc des Voltaire, Balzac, Zola et autres Jean-Paul Sartre qui peuplent généralement notre quotidien littéraire, les écrivains camerounais seront pour une fois de sortie grâce à la PEC. Et il faudra s'y faire à Pabé Mongo, Sophie Françoise Yap, Chantal Juline Laine, Don Aroga, Thierry Abounkili et autres Francis Até, Evelyne Poudigolet et Olama Aristide. La croisade littéraire de la PEC pour son grand retour se déroule jusqu'au 31 janvier à Yaoundé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Tendance économique et juste après le programme Horizon Sport présenté par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sous cette même antenne.
Bienvenue sur Tendance économique. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. À l'heure actuelle, le système énergétique est incapable de soutenir le développement économique au Cameroun. Pourtant, le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique considérable et des ressources importantes en matière d'énergie renouvelable. Cependant, le déficit énergétique ne cesse de se creuser entre l'offre et la demande. La problématique énergétique concerne plusieurs pays d'Afrique subsaharienne depuis de nombreuses années. Pourquoi ces politiques publiques en matière d'énergie sont inefficaces pour permettre à l'Afrique de s'industrialiser? Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Serge-Henri Kelbet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufeli. Vous êtes ingénieur spécialiste des questions énergétiques sur le continent africain et vous suivez de près l'actualité sur les projets énergétiques au Cameroun. Vous savez que dans le cadre du DSE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le Cameroun ambitionne de pouvoir porter les capacités de production d'électricité à 3000 MW d'ici 2020. On est à 3 ans de cette échéance. Quelle est votre évaluation du programme énergétique du Cameroun? Oui, déjà, je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de Equinox Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour éclairer, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale. Il faut dire très honnêtement que actuellement, le Cameroun dispose d'environ 1350 MW d'énergie. Et si vous voyez, s'il faut atteindre 3000, vous n'avez qu'à faire 1350 moins le reste. Vous voyez qu'il nous faut encore atteindre 1700 MW d'énergie. Et je ne sais pas si le Cameroun a les moyens, n'est-ce pas, en 2 ans ou 3 ans de produire 1700 MW, ce qui me semble, n'est-ce pas, d'office impossible. Comment expliquer 3 ans de produire 1700 MW, ce qui me semble, n'est-ce pas, d'office impossible. Comment expliquer cette situation alors qu'on a élaboré tout un document de stratégie pour la croissance et l'emploi dans lequel des orientations claires avaient été indiquées concernant le sous-secteur de l'énergie avec des projets précis et des actions à mener pour atteindre ces 3000 MW d'ici l'horizon 2020? Écoutez, ce sont des annonces des politiciens. Les politiciens ont leur vision et puis la réalité est là, elle est tout autre. Il faut dire que lorsque vous voulez mettre un projet énergétique, n'est-ce pas, en marche, il prend du temps. Vous avez des études, vous avez la recherche de financement et ensuite vous avez l'exécution. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que nous avons mis beaucoup de temps sans investir dans le secteur de l'énergie, environ 15-20 ans. Et donc, nos capacités énergétiques ont stagné alors que la population augmentait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut dire qu'il y a des facteurs exogènes, hein, tels que tout ce qui peut être comme guerre, qui peut être comme projet d'ajustement structurel, qui peuvent empêcher, n'est-ce pas, un État, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs qu'il se fixe en matière d'énergie. Mais le problème le plus visible, perceptible au Cameroun, c'est que jusqu'aujourd'hui, et je l'ai souvent dit, n'est-ce pas, dans certains plateaux où j'ai eu l'occasion de m'exprimer, la politique énergétique camerounaise est mal pensée jusqu'à l'heure. Justement, quelles sont les défaillances que vous avez identifiées dans cette politique publique en matière d'énergie au Cameroun? Écoutez, on peut les énumérer, on peut égrener tout le chapelet des petits manquements, mais je suppose que ces politiques sont pensées et proposées en très haut lieu, c'est-à-dire que ce n'est pas le chef de l'État qui réfléchit sur la politique énergétique, il y a des spécialistes qui le font. Mais il faut dire quand même que pour un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel hydroélectrique comme celui que nous avons, mais il faut dire quand même que pour un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel hydroélectrique comme celui que nous avons, et qui n'exploite que 5% à l'heure actuelle de son potentiel hydroélectrique, qui est estimé à plus de 20 gigawattheures, c'est quand même regrettable de constater que c'est un secteur des énergies renouvelables qu'on n'a pas, n'est-ce pas, assez développé. Il faut préciser que le président de la Banque africaine de développement a fait savoir qu'environ 10 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'électricité jusqu'à cette heure. Tout à fait. Et je pense que selon les statistiques aussi du ministère de l'eau et l'énergie, nous avons sensiblement
10 000 à 11 000 localités encore non électrifiées. Et tout simplement parce que, à mon avis, hein, je pense que le Cameroun, avec les atouts qu'il a, devait régionaliser son énergie. C'est-à-dire, nous avons des gisements énergétiques qui ont été identifiés. On ne peut pas dire que nous allons produire en Ngaoundéré 75 MW sur le barrage de Warak pour aller fournir l'énergie à Kousséri. Il faut s'imaginer Ngaoundéré et puis le Nigeria à côté. Je crois que le chef de l'État, dans son discours à la nation du 31 décembre 2016, a essayé de situer un peu le Cameroun et de voir les opportunités que le Nigeria offre. Il est plus opportun pour le Cameroun de, n'est-ce pas, étaler une politique énergétique qui lui permet d'avoir moins de pertes et d'être plus efficace. Justement, il y a quelques projets qui sont en cours de réalisation. L'un qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'aménagement hydroélectrique de Lompangar. La mise en eau du barrage réservoir est effective depuis près d'1 an à présent. Et le président de la BAD, la Banque africaine de développement, était au Cameroun pour annoncer la construction d'une centrale hydroélectrique au pied de ce barrage qui va produire 30 MW et qui va, selon lui, permettre de donner de la lumière à peu près de 150 localités. Est-ce que ce n'est pas et qui va, selon lui, permettre de donner de la lumière à peu près de 150 localités? Est-ce que ce n'est pas une régionalisation, justement, de ce dont vous êtes en train de parler? Non, la régionalisation dont je parle n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le potentiel énergétique de chaque région pour permettre à cette région de se développer. C'est-à-dire que quoi? Si, par exemple, à l'ouest, on trouve qu'on peut, on a identifié des pôles éoliens où on a des vitesses de vent supérieures à 6 mètres secondes, on peut faire l'éolienne pour peut-être les hauts plateaux. On peut peut-être installer le solaire pour l'extrême nord ou pour des parties bien ensoleillées. On peut utiliser la côte, n'est-ce pas? Le Cameroun a environ 350 km de côte entre Kribi, Limbé et même ici dans le littoral, où on peut renforcer n'est-ce pas, le potentiel énergétique par l'éolien. Pour revenir à Lompangar, moi je dirais que très honnêtement, Lompangar c'est un projet, à mon avis, hein, je continue à le dire, mais l'histoire peut-être me donnera raison, c'est un projet foireux. Pourquoi c'est un projet foireux? Parce que l'on voit une mobilisation de nombreux experts. Écoutez, vous ne pouvez pas mettre 200 milliards pour produire 30 mégawatts. C'est vrai que Lompangar permettra aussi à EDEA et à son loulou, n'est-ce pas, de pouvoir fonctionner. Il y a un barrage de fonctionner. Réservoir, justement, Tout à fait, qui va contenir... de fonctionner à leur maximum durant les périodes d'étiage. Et une usine, une centrale de 30 MW, est-ce que ces deux projets combinés écoutez, ne sont pas un atout? Avec 200 milliards, dans le cadre de la décentralisation, la loi de la décentralisation, enfin, la décentralisation a été voulue, n'est-ce pas, par le chef de l'État depuis 1996. Le chef de l'État a promulgué la loi, je crois, numéro 22/98 du 24 décembre 1998 sur la libéralisation, par 98 du 24 décembre 1998 sur la libéralisation. Et vous voyez donc qu'à partir de la décentralisation, en passant par cette loi, il faut donner aux collectivités locales décentralisées la possibilité d'être autonomes énergiquement. C'est-à-dire que quoi? Les communes aujourd'hui, pour éviter des pertes, voyez-vous, nous produisons l'électricité à Son Loulou ou à EDEA pour aller alimenter Bafoussam. Il faudrait que les communes puissent se doter d'un potentiel énergétique, des infrastructures énergétiques, pour elles-mêmes impulser leur économie. Et si on avait pris 200 milliards pour faire une quarantaine de barrages de 5 MW par exemple, je pense que les économies camerounaises auraient bougé, parce que la construction d'un barrage d'environ 5 MW peut drainer une population, des travailleurs, 500 à 1000 travailleurs. Donc derrière ce barrage, vous développez des pôles économiques déjà avant la livraison du barrage. Justement, je vous propose et pour chuter sur la menace terroriste que nous vivons actuellement, il faut avoir des énergies décentralisées de manière à ce qu'on ait des systèmes redondants. C'est-à-dire, si on a un problème au niveau des DEA,
que les villes environnantes qui ont leur propre barrage ou leur propre installation de production d'électricité puissent continuer à fonctionner sans dépendre de la grosse infrastructure. Justement, le secteur électrique au Cameroun présente des difficultés d'ordre technique et structurel selon la Banque africaine de développement sur le plan technique. Quelles sont les difficultés que vous avez identifiées? Sur le plan technique, on peut citer quelques difficultés, n'est-ce pas, qui sont liées déjà au relief, ça il faut le dire, c'est-à-dire on peut parler de la construction du barrage au relief, ça il faut le dire, c'est-à-dire on peut parler de la construction du barrage il y a Sombengue, il y a par exemple Sondon, qui pose un certain nombre de problèmes techniques qu'il faille, n'est-ce pas, déjà d'abord résoudre. Et maintenant, sur le plan structurel, il faut dire aussi que sur le plan structurel, on note par exemple les politiques, n'est-ce pas, mises en place, c'est-à-dire les priorités peuvent être inversées. Vous avez par exemple la lutte acharnée que nous menons contre Boko Haram, qui nous coûte de l'argent. Et il y a, n'est-ce pas, l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, où de manière prioritaire, le pouvoir central de Yaoundé peut décider de changer de cap. Déjà, je veux dire que la majorité des projets qui ont été cités, lancés par le chef de l'État, ont pris un retard énorme. Il faut le préciser, hein, il y a 3 ans, le minimum c'est 3 ans. Il y a justement ce barrage de Memvele dont on n'en parle pas beaucoup, pourtant il devait être mis en service cette année 2017, on parle désormais de fin 2018. Qu'est-ce qui explique ces retards dans les projets énergétiques? Pourtant, ils sont un pilier important pour l'industrialisation du pays. Oui, la plupart de nos infrastructures ne sont pas réalisées par des fonds camerounais. Il faut lever des fonds et je pense tout simplement, comme d'autres infrastructures, on ferait peut-être un petit crochet pour parler des différents stades qui vont habiter la CAN. C'est des problèmes financiers. Et je ne pense pas que c'est des problèmes de ressources humaines en tant que telles. Tout part de l'argent et de l'intérêt que ceux qui impulsent, n'est-ce pas, l'idéologie de construire un tel ou tel barrage dans une zone 1, dans leur tête. Parce que j'estime que une zone 1, dans leur tête, parce que j'estime que les politiques mises en place actuellement en termes d'énergie ne sont, à mon avis, pas convaincantes pour accompagner le Cameroun dans son émergence. Déjà pour 2020, nous avons un retard de 1700 et plus de mégawatts. En 2025, nous aurons peut-être 2600 mégawatts si nous livrons tous les projets que le chef de l'État a cités, c'est-à-dire Natigal, Makai, Sombengue, Memvele, Warak et Sondon, par exemple. Mais entre 2025 et 2030, nous avons 10 ans. Or, pour atteindre l'émergence, en 2035 au Cameroun, il faudrait que nous ayons sensiblement 20 gigawatts qui équivalent à 20 millions de mégawatts. 20 000 mégawatts, je veux dire 20 000 mégawatts. Votre analyse laisse transparaître ce problème de maîtrise de la demande sans cesse croissante de l'énergie. Est-ce qu'elle est prise en compte lorsque le Cameroun, justement, élabore et conçoit ses projets énergétiques? Est-ce que l'évolution de la demande en énergie est prise en compte dans l'élaboration des projets qui sont en cours? Oui, en fait, je pense que nous avons l'Institut national des statistiques qui existe, hein, et je crois que l'Institut national des statistiques fait un travail qu'on ne peut pas nier, mais tout simplement, c'est que depuis un bon bout de temps, le Cameroun court derrière son autosuffisance énergétique. Le Cameroun, jusqu'à présent, n'arrive pas à rattraper le gap que nous avons eu pendant 15 ou 20 ans de non-investissement dans le secteur. Et il se pose un problème, c'est l'apport ou l'arrivée des investisseurs privés. Justement, ces investisseurs privés sont au Cameroun depuis quelques mois, à travers ce projet Natigal, hein, où on a vu de nombreux Français, mais aussi des Américains et Canadiens, pour les projets de Sombengue, de Warak, mais qui ne sont qu'à ces Américains et Canadiens, pour les projets de Sombengue, de Warak, mais qui ne sont qu'à la
au stade des effets d'annonce. Les études Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la plaque tournante de l'Afrique centrale a perdu son lustre d'antan. Douala est devenu au fil des ans le théâtre d'une insalubrité criarde et également de cette urbanisation galopante. L'aménagement de la capitale économique du Cameroun n'a presque aucune lisibilité aux yeux des habitants de la ville. Le gouvernement a interpellé les collectivités territoriales décentralisées sur les enjeux du développement urbain dans la ville de Douala. Les fins limiers de la douane ont découvert un important stock de stupéfiants et cocaïne, 75 kg de méthamphétamine, 75 kg de stupéfiants évalués à plus de 3 milliards de francs CFA. Le présumé propriétaire, un expatrié asiatique, ravitaillait 3 milliards de francs CFA. Le présumé propriétaire, un expatrié asiatique, ravitaillait un circuit bien huilé dans la capitale économique. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Comment lutter contre les accidents de la circulation? Le sujet préoccupe les acteurs du secteur des transports. Une organisation syndicale des transporteurs routiers s'est réunie à Yaoundé pour sensibiliser ses membres sur les attitudes à adopter sur les principaux axes routiers au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Près de 25 morts dans un accident de la circulation sur la falaise de Tchang dans le département de la Ménois. Il n'en fallait pas plus pour que les syndicats des transporteurs sortent de leur torpeur. C'est donc pourquoi les syndicats des transports routiers du Cameroun se sont décidés de s'asseoir pour essayer de s'interroger eux-mêmes sur cette problématique-là. Voyez-vous, le transport est quand même notre profession. Et nous avons un peu remarqué que très souvent nous sommes un peu à l'écart. Nous avons donc désormais décidé de nous approprier, n'est-ce pas, notre profession et d'être désormais ceux-là qui doivent accompagner, donner, n'est-ce pas, au gouvernement des propositions idoines pour juguler des questions comme celle des accidents de la route. Un séminaire de sensibilisation est organisé à Mbalmayo, dans le département du Nyong-Eso, sur le thème de la problématique de la sécurité et prévention routière au Cameroun au regard de la récurrence des accidents de la route. Les organisations syndicales des transports routiers du Cameroun invitent l'ensemble des acteurs du secteur des transports à la réflexion dans le but d'apporter une réponse concertée acteurs du secteur des transports à la réflexion dans le but d'apporter une réponse concertée à la problématique des accidents de la route. Quand il y a hécatombe, il y a forcément quelque chose qui coince quelque part. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer d'étudier, de s'interroger, de poser des questions, toutes les questions. Et au terme de ce séminaire, produire un document cadre qui sera, n'est-ce pas, le produit des acteurs eux-mêmes. Au cours des échanges, les participants ont tablé sur les causes des accidents de la circulation, notamment l'état des véhicules, la qualité des infrastructures routières, le dispositif de protection et même le rapport des croyances et valeurs socio-culturelles avec la prévention des accidents de la route au Cameroun. Je vous le disais en l'instant, la plaque tournante de l'Afrique centrale perd son lustre d'antan. Douala est devenu au fil des ans le théâtre d'une urbanisation galopante et d'une insalubrité criarde. Où est passé le plan d'urbanisme et d'aménagement de la capitale économique du Cameroun? Les habitants de la ville de Douala s'interrogent. La communauté urbaine rassure sur les dispositions qui sont en train d'être mises en œuvre pour ce plan d'urbanisme. Cependant, il manque cruellement des moyens financiers pour accompagner ce grand projet d'aménagement urbain. Des précisions avec Innocent Abega et Julingue Nyondé. Le plan d'urbanisation de la ville de Douala, présenté comme solution au désordre urbain et l'occupation anarchique des espaces. Plusieurs grands projets, dont certains ont déjà été entamés, devraient donner un nouveau visage à la capitale économique du Cameroun. Affirmation faite par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le plan d'urbanisation s'est attaqué
aux entrées est-ouest de la ville. Le plan d'urbanisation a voulu qu'on décongestionne certaines zones urbaines qui sont enclavées, congestionne certaines zones urbaines qui sont enclavées, par exemple Douala Nord. Maintenant, avec le prolongement du boulevard de la République, c'est une voie pour que Douala Nord soit oxygéné. Donc, la mise en œuvre a déjà commencé. Les travaux ouverts ce 25 janvier 2018 concernent principalement des pôles secondaires de Logbossou, PK14 et Ndokoti. Une lutte acharnée contre l'étalement urbain incontrôlé y sera déclenchée pour permettre de mieux gérer la mobilité urbaine et réduire les déplacements des habitants des quartiers périphériques. Des projets qui demandent d'énormes ressources, d'où l'interpellation du premier magistrat de la ville de Douala. En fait, il y a un certain nombre de projets qui vont donc démarrer. Et les mécanismes, les stratégies que nous voulons mettre en place, c'est de les booster. Faire participer au maximum, vous, le secteur privé. Parce que les moyens que nous avons maintenant, on peut faire les orienter vers des projets, on dit de souveraineté. Ça, c'est social. Les retombées aussi de tous ces projets vont nous permettre donc d'abonder vers les équipements sociaux. Les organisateurs annoncent dans les prochains jours la création d'un institut pour les investissements et la recherche des financements nécessaires à la réalisation de tous ces projets à Douala. Et ces projets infrastructurels intéressent de plus en plus le Canada. Le haut-commissaire de ce pays a rendu visite au ministre des Travaux publics pour marquer son intérêt pour les grands projets d'entretien routier, également les grands projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Pour ses premiers pas au Cameroun, le nouveau commissaire du Canada a fait escale au ministère des Travaux publics pour un tête-à-tête avec le chef de ses départements ministériels. Escale au ministère des Travaux publics pour un tête-à-tête avec le chef de ces départements ministériels. C'était mon premier échange avec le ministre des Travaux publics. Alors, ça me fait très plaisir d'avoir eu cette rencontre. Et la première objectif, c'était de faire un peu connaissance. Et après ça, on a discuté un peu des différentes opportunités là, de collaboration entre le Canada et le Cameroun. De cet entretien, la diplomate canadienne précise que son pays a non seulement identifié bien des points d'intérêt au Cameroun,